Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver après cet été dont nous avions tous besoin. Euh, non pas après cette crise, puisque nous y sommes toujours, mais disons après le pic des mois de mars, avril que nous avons traversé avec cette épidémie. Et à l'occasion de cette épidémie, j'aimerais évoquer un point qui n'a pas toujours été mis sur le devant de la scène par les médias, à savoir la question de la dignité humaine. En effet, dès le lendemain de l'annonce par le président de la République, c'est-à-dire le 12 mars 2020 du confinement, le Comité national d'éthique a été sollicité, enfin il avait dû l'être quelques jours avant, puisque le lendemain, le 13 mars, il promulguait un texte dans lequel il disait la nécessité de réaffirmer la dignité de la personne humaine. Évidemment, si le comité a écrit ce texte, c'est parce qu'il avait le sentiment qu'il y avait une menace sur cette dignité. Alors, à quel titre? La dignité, en quel sens le comité l'entend-il? Au sens le plus classique philosophiquement du terme, c'est-à-dire ce qui est devenu classique depuis Emmanuel Kant, c'est-à-dire qu'on affirme la valeur absolue de la personne humaine. C'est ça. Autrement dit, la personne ne peut pas être considérée comme plus ou moins digne. Tout le monde a la même dignité. Autrement dit, tout le monde doit faire l'objet d'un égal traitement dans une situation donnée. Or, que s'est-il passé? Eh bien, ce qu'il s'est passé, c'est que les malades du Covid, ou de la Covid, ont dû être traités dans un contexte tout à fait particulier, qui est le contexte d'une gestion de l'hôpital que Pierre Legendre a pu appeler l'empire du management. Il ne parlait pas de l'hôpital, même s'il dit dans un de ses films « Nous naissons et mourons dans un théâtre chirurgical », donc il avait bien l'hôpital en vue, mais de fait, l'empire du management, c'est bien celui sous lequel est tombé depuis plusieurs décennies l'hôpital. Je vous lis le petit extrait de Legendre concernant le management. Les managers n'ont pas d'ennemis, mais seulement des concurrents dans les défis du marché. Et pourtant, les managers, eux aussi, exterminent. Ils font disparaître, quand la nécessité l'exige, les tâches superflues qu'ils appellent effectifs en surnombre. Aussi opaque que le destin dans la tragédie antique, l'évolution qui a entraîné la gestion de tout est un rouleau compresseur. Il aplatit le matériau humain pour en gérer les fragments. Vous voyez, on est complètement dans cette situation. Effectif en surnombre. Entre guillemets, il a mis l'expression effectif en surnombre. C'est exactement cela qui s'était dessiné, puisque plus de 60 000 lits d'hôpitaux, par exemple, supprimés depuis plusieurs gouvernements. Et de fait, nous sommes dans une logique que le management appelle une logique du flux tendu. Autrement dit, tout ce qui n'est pas immédiatement utilisable est supprimé. Les effectifs, le matériel, en l'occurrence les masques, vous avez tous entendu parler de ça. Et que se passe-t-il en situation de crise? Crise que je précise prévisible, puisque le Comité consultatif national d'éthique s'appuyait sur un texte qu'il avait déjà rédigé en 2009, où il parlait du risque d'atteinte à la dignité humaine en cas de pandémie. Donc, c'était quand même à peu près prévisible que nous pouvions être dans cette situation-là. Il y a une interview de Barack Obama qui date de 2012, dans laquelle celui-ci dit « il faut se préparer ». Et pourtant, on a continué à fonctionner suivant la logique du flux tendu, c'est-à-dire à supprimer tout ce qui n'était pas immédiatement utile. Pandémie.
patatras. Dans ce cas-là, évidemment, des situations extrêmement douloureuses se manifestent, et notamment la nécessité, il faut le dire exactement en ces termes, de sélectionner les patients à traiter. Voilà, je vous lis le témoignage très saisissant d'une infirmière qui a été affectée au moment du début de l'épidémie au service qui traitait les malades atteints de la Covid-19. Comment s'est passée votre arrivée dans un service Covid ? Demande l'intervieweur. La première fois qu'on a fait la transmission des informations avec les médecins, à 14 heures, on commence à parler du premier patient. Je ne comprends pas bien. Ils nous disent un tel est Covid positif, il a ça, non réanimable. Hop, on passe au deuxième, non réanimable. On passe au troisième, non réanimable. En fait, tous les jours, les médecins font le point sur l'état des patients avec les réanimateurs et décident ensemble si les patients sont réanimables ou pas. Quand nous, l'équipe paramédicale de jour, nous faisons la transmission avec l'équipe de nuit ou inversement, on précise donc cela, réanimable ou pas réanimable. D'habitude, jamais on n'aurait parlé comme ça des patients. Qu'est-ce que cela implique s'ils ne sont pas réanimables ? Ça veut dire que si leur état se dégrade, ils ne seront pas transférés en réanimation et ne seront donc pas intubés. Les médecins estiment qu'ils ne s'en sortiront pas. Selon quels critères ? En fonction de leurs antécédents. S'ils ont eu un cancer, s'ils sont en mauvais état de santé de manière générale, s'ils ont des maladies chroniques, s'ils sont très âgés, on ne va pas les réanimer. On ne va donc pas mettre en œuvre tout ce qu'on peut pour les sauver. Une dame de 80 ans diabétique se portait bien, entre guillemets, elle n'avait pas de fièvre. Même chose pour un monsieur de 82 ans qui n'avait pas d'antécédents particuliers, peut-être un peu de diabète. Si leur état s'était dégradé, ils n'étaient pas réanimables. Avez-vous vu mourir des gens non réanimables ? J'avais un patient qui était en train de mourir. Il lui avait mis des sédatifs, entre guillemets, pour qu'il soit confortable. Donc ça, voilà ce qui reste de dimension éthique. Je dis ça de façon non méprisante aucune, c'est déjà ça de gagner, mais c'est quand même un peu limité. Donc, pour qu'il soit confortable, c'est comme ça que les médecins disent, et qu'ils partent tout doucement. Donc oui, les gens vont mourir, et meurent déjà dans les services. Autrement dit, atteinte à la dignité des personnes, en cela qu'on a bel et bien sélectionné les malades. Or, si le respect de la dignité est le respect de la dignité, cela est interdit. La valeur d'une personne n'est pas négociable. Il n'y a pas une personne qui a une dignité plus grande qu'une autre. Or, on a bel et bien sélectionné des malades. Alors, c'est une atteinte non seulement à la dignité du malade, c'est une atteinte aussi à la dignité du médecin, puisque le serment d'Hippocrate est le suivant: je respecterai toutes les personnes, leur autonomie, leur volonté, sans aucune discrimination, selon leur état ou leur conviction. Alors là, vous voyez, selon leur état, vous voyez le témoignage qu'on avait ici, la personne qui avait éventuellement eu un cancer, etc., donc elle n'était pas réanimable, avant qu'on ait essayé, évidemment. J'interviendrai, je reviens au serment d'Hippocrate, j'interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies. C'est précisément la personne affaiblie qui nécessiterait une protection plus grande, vulnérable ou menacée dans leur intégrité ou leur dignité. Autrement dit, on a véritablement été dans une situation où les médecins ont été dans la situation où ils ne pouvaient que bafouer dans une certaine mesure le serment d'Hippocrate qu'ils avaient passé. C'est quand même pas rien. Qu'a dit le Comité consultatif national d'éthique, se rendant bien compte qu'il y avait une possibilité de priorisation, comme on dit par un euphémisme délicat, de priorisation des malades? Il a dit, à défaut non, il n'a pas dit à défaut, excusez-moi. On est dans une situation où il va falloir faire des priorités, avoir des priorités dans les choix, et il va falloir tout de même, pour sauver la mise, si j'ose dire, traiter les personnes avec équité. Là, il y a véritablement un problème. En effet, je ne peux vous faire ici la généalogie du concept d'équité qui a une longue histoire en philosophie, mais néanmoins, son origine nous vient d'Aristote, et il y a un texte tout à fait classique, c'est un des grands classiques de l'éthique à Nicomaque, dans le livre 5, au chapitre 14, où Aristote distingue justice et équité en disant
que l'équité est une certaine justice qui, en un sens, est encore supérieure à la justice. Pourquoi supérieure? Parce qu'elle est plus réelle, elle est plus vivante. La justice, elle repose sur la loi. La loi, elle est générale, donc par définition un petit peu abstraite. Et cette loi générale, elle va tout autant par définition devoir s'appliquer à des cas concrets, des situations tout à fait singulières. On ne peut pas faire autrement. Et quel va être le rôle du juge? Eh bien, son rôle, ça va être d'adapter cette loi abstraite à la situation concrète. Aristote emploie l'image très parlante du fil de Lesbos, par lequel les architectes de cette île prenaient des mesures, et ce fil épousait la forme de la pierre ou du monument qu'ils avaient à mesurer. Et de la même manière, le juge, lorsqu'il est dans une situation concrète, va devoir adapter la loi générale à une situation précise. Prenons un cas d'équité, si j'ose dire, par rapport non pas à la loi des textes nationaux, mais à un règlement. Encore que ce soit quand même les examens soient réglementés jusqu'à nouvel ordre, en tout cas par des lois. Imaginons que des candidats doivent composer dans l'espace de 4 heures. Si une personne est en situation de handicap, elle pourra composer en 5 heures. Autrement dit, l'équité doit rajouter quelque chose et non pas supprimer quelque chose. En situation de pénurie, il n'y a pas d'équité qui tienne. L'équité, c'est fait pour que la justice soit encore plus juste. C'est pas fait pour colmater les brèches de l'impossibilité de faire qu'une justice en soit complètement une. Autrement dit, que peut-on dire face à la situation? Eh bien, on peut simplement dire que la dignité comme l'équité ont été bafouées dans cette situation parce que, de fait, on avait tout organisé de telle manière qu'il ne soit pas possible de traiter tous les malades avec exactement la même attention. C'est ça la situation. Aucune équité n'a pu corriger cela. Mais la situation est encore plus grave, si j'ose dire, puisque l'atteinte à la dignité a été non seulement une atteinte à la dignité des vivants, mais aussi une atteinte à la dignité des morts. Alors comment peut-on parler d'une dignité des morts? Il faut se référer simplement à Antigone pour savoir ce que ça veut dire, la dignité des morts. Nous, on a l'impression qu'il y a de dignité que des vivants. Or, en réalité, il y a une dignité de l'homme. Et cet homme, il est homme de sa naissance à sa mort comprise. Or, que s'est-il passé? On vient de le voir, on a sélectionné pour ce qui est des vivants, et que s'est-il passé après les décès? Tout au moins au début de l'épidémie. Après, ça s'est peut-être un tout petit peu rectifié, mais au début, j'en ai parlé avec des personnels d'EHPAD notamment, et certains d'entre eux m'ont dit il n'y avait même pas de toilette mortuaire. On évacuait les corps, ne serait-ce que, enfin, en raison de la contagion. C'est pas du tout, comment dire, est-ce qu'il y avait moyen de faire autrement? Ça, faut voir en situation. On peut pas dire quand on n'a pas traversé la chose, mais de fait, c'est bien de cela qu'il a été question. Les corps ont été évacués, les enterrements réduits à leur plus simple expression, avec très peu de personnes, une limitation des fleurs, des rituels, etc. Or, le problème, c'est que une mort n'est pleinement humaine que lorsqu'elle est ritualisée, que lorsqu'elle inscrit la personne dans la continuité de l'humanité. Autour de la naissance, il y a des rituels comme le baptême, par exemple. Et puis, au moment de la mort, il y a un hommage rendu. Et cela est totalement important pour rendre la mort pleinement humaine. Sinon, on est dans une approche technique de la mort, mais pas dans une approche humaine de la mort. On meurt,
mais on meurt, c'est la manière dont on est généralement en rapport à la mort. Ce qui est assez spectaculaire dans la situation qui nous est échue, c'est le décalage complet entre le dénombrement des morts, un dénombrement qui nous est asséné au compte-gouttes, quotidiennement, avec une espèce d'insistance étrange, pour le coup assez morbide. Il y a un décompte des morts et en même temps une absence de rapport à la mort. Or, l'annonce des chiffres ne peut rien changer au fait que les hommages n'ont pas été rendus. Plusieurs pays l'ont fait, l'Espagne, l'Italie, il y a eu des grands hommages collectifs. Pour ce qui est de la France, nous attendons encore. Toute manifestation, alors c'est vrai sur le plan national, c'est vrai sur les plans locaux. Personnellement, je suis très bouleversée par le fait que lorsque je vais voir ma mère dans sa maison de retraite, il y a toutes les photos qui avaient été prises lors de fêtes, etc. Et ne nous ont même pas été donnés les noms des morts. Il y a eu plus de 20 morts, on ne sait même pas qui c'est. J'ai appris tout à fait accidentellement que la voisine de chambre de ma mère était décédée et ça n'a pas été annoncé. Rien n'a été fait pour identifier les morts, pour dire que ce visage-là n'était plus, ne correspondait plus à une personne qui était encore de ce monde. Or, cette absence de rapport à la mort, c'est quelque chose qui est une atteinte profonde à notre humanité. Alexis Lavis insiste beaucoup sur l'importance du rite dans son livre consacré aux paroles des sages chinois. Et il dit la chose suivante: nous ne naissons pas dans un monde vierge, nous advenons au sein de l'œuvre laissée par nos ancêtres. Tout être humain est un descendant. Cette vérité peut être lourde à porter, mais elle n'en est pas moins vraie. Honorer ses ancêtres, s'aligner, c'est s'inscrire dans une continuité, c'est s'enraciner quelque part. Ce rite participe ici encore à la constitution d'un monde où habiter. Le commencement et la fin, le haut et le bas, l'avant et l'après, le digne et l'indigne, tels sont les éléments fondamentaux que l'espace rituel doit accueillir et faire apparaître. Hors du rite, il n'y a donc que chaos. Et c'est exactement cela que manifeste le personnage d'Antigone, le célèbre personnage d'Antigone. Antigone, c'est étonnamment, incroyablement, héroïquement, bien sûr, c'est une figure de théâtre, mais le théâtre a pour fonction de montrer, et là il montre quelque chose de totalement incroyable. C'est pas l'héroïne qui meurt pour sauver quelqu'un, pour sauver la vie de quelqu'un. Polynice est déjà mort. La logique actuelle voudrait dire, d'ailleurs dans la logique raisonnable, on va dire, bon quand même, elle va pas mourir pour un mort. Elle pourrait mourir pour, s'il s'agissait là on pourrait comprendre le sacrifice. Mais le sacrifice pour un mort, et évidemment pas pour le ressusciter, mais simplement pour lui rendre les honneurs funéraires. C'est magnifique ce personnage. Je ne crois pas qu'on parle très souvent de Antigone en insistant sur cette dimension-là. Elle ne sauve pas la vie de quelqu'un, elle sauve l'honneur de la mort de quelqu'un. Elle ne veut pas que le corps de son frère soit traité comme un déchet. Voilà. C'est la raison pour laquelle, personnellement, je continue. Alors évidemment, les familles ont fait ce qu'elles ont pu, les familles, les amis, pour rendre hommage aux personnes qui sont disparues. Pas simplement les personnes décédées d'ailleurs de la Covid, mais toute personne décédée pendant cette période, c'était très difficile. Donc les amis ont fait ce qu'ils ont pu, mais je continue à appeler de mes vœux, j'appelle de mes vœux un hommage national aux personnes qui ont disparu pendant le pic de l'épidémie, sachant évidemment que cette épidémie est encore en cours et que la question de notre rapport à la mort en temps d'épidémie est une question qui doit être sérieusement considérée pour que nous restions dans une dimension réellement humaine. Je vous remercie.